Le capitaine rwandais David Kaboué, qui vient de purger une peine de 6 mois de prison, a été de nouveau arrêté mercredi à Kigali pour incitation au soulèvement. Le Cameroun a rendu hommage vendredi à Yaoundé à 38 de ses soldats tués ces derniers mois par Boko Haram dans l'extrême nord du pays. En Côte d'Ivoire, dernier jour des plaidoiries dans le procès de Simone Gbagbo vendredi. Selon l'un des avocats de l'ex-première dame, il s'agit d'un procès du néocolonialisme français en Afrique. C'était là les principaux titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le capitaine rwandais en retraite David Kaboué, qui vient de purger une peine de 6 mois de prison pour détention illégale d'armes à feu, a été arrêté à Kigali mercredi soir pour incitation au soulèvement selon une annonce de la police hier vendredi. Le capitaine retraité Kaboué est le mari de Rose Kaboué, ancien chef du protocole de la présidence rwandaise et elle-même lieutenant-colonel en retraite. Rappelons que David Kaboué avait déjà été arrêté en août 2014 et avait été jugé et condamné par la justice civile pour détention illégale d'armes à feu à 6 mois de prison, peine qu'il venait de purger. Dernier jour des plaidoiries dans le procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Selon Maître Toussaint Dako, l'un des avocats de la défense qui a plaidé l'acquittement vendredi, le procès de l'ex-première dame accusée d'être une des protagonistes majeures de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011 est celui du néocolonialisme français en Afrique. Voici les explications de Toussaint Dako, membre du collectif des avocats de la défense. L'acquittement, ça serait la meilleure solution. Ça pourra permettre aux rancœurs de s'estomper, ça pourra permettre de pardonner véritablement et ça pourra permettre de nous mettre ensemble pour que nous puissions faire évoluer la Côte d'Ivoire. On a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de travailler en paix parce que tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Et on ne peut pas tourner en rond avec les histoires de fusils, avec les bagarres inutiles, avec la violence. Qu'on se pardonne les uns les autres et que nous apprenons à vivre véritablement ensemble pour que nous puissions construire une véritable nation qui est faite de cette volonté de tout le monde d'être et de vivre ensemble. Au Nigeria, la commission électorale a annoncé vendredi qu'elle organisera demain des élections test dans certaines localités du Nigeria. Cette décision fait suite aux contestations enregistrées de la part de certains partis politiques qui ont réclamé la mise à l'écart des appareils d'identification des électeurs. Je vous propose de suivre les explications de Abdoulaye Issa, notre correspondant sur place. La commission électorale nigériane INEC vient d'annoncer la tenue des élections test dans certaines localités du pays. L'annonce a été faite sur vendredi à Abuja, la capitale fédérale. Ceci intervient à la suite des contestations enregistrées ça et là de certains partis politiques qui ont demandé la mise à l'écart des appareils d'identification des électeurs appelés cartes RIDA. Ces élections test se dérouleront dans 12 localités ciblées par la Commission électorale nationale, INEC, à savoir dans la partie sud Ekiti et la région de Lagos, un peu à l'ouest Anambra et Boni, les régions du Delta, Rivers et plus au nord Bauchi, Kano, Kebbi, Taraba ainsi que Nasarawa feront partie de ces zones dites zones test pour les élections de samedi. Le président de la commission électorale, le professeur Ataïrou Jega, a dans un point de presse rappelé la lourde responsabilité qui lui incombe et son seul désir et souhait que ces élections se tiennent à bonne date dans la transparence la plus totale. Critiqué de soutenir le candidat de l'opposition, l'ancien général Mohamed Bouhari, qui vient de faire son retour au pays après un long périple en Grande-Bretagne, le président de la commission électorale INEC, le professeur Ataïrou Jega, a invité tous les Nigérians à cultiver l'esprit de paix et de continuer par accompagner les efforts de la dite commission. Il a insisté et rappelé que les dites élections se tiendront à bonne date, comme annoncé précédemment. Suite à cette annonce, plusieurs organisations de la société civile ont apporté leur soutien à la commission électorale INEC, tout en fustigeant le comportement des autorités nigérianes, dont le président Goodluck Ebele Jonathan, candidat à sa succession.
Le Cameroun a rendu hommage à 38 de ses soldats tués ces derniers mois par le groupe islamiste nigérien Boko Haram dans l'extrême nord du pays. C'était lors d'une cérémonie officielle vendredi à Yaoundé. Les cercueils des 38 soldats tués lors des combats contre Boko Haram ont été exposés en présence des familles des victimes et d'officiels. Un autre militaire a perdu la vie en Centrafrique dans le cadre de la mission onusienne de sécurisation du pays. Ceux qui ont été tués dans la lutte contre Boko Haram sont morts à l'occasion d'une vingtaine d'attaques, des attaques qui ont eu lieu entre le 13 décembre 2014 et le 25 février dans plusieurs localités frontalières du Nigeria, notamment Fotokol, Kolofata et Amchide. Chacun des militaires décédés a reçu à titre posthume la médaille de la vaillance, une distinction qui reconnaît sa bravoure. Notons que 2 capitaines et des élèves sous-officiers font partie des militaires tués. Le plus jeune d'entre eux avait 22 ans. Le Cameroun a déployé son armée dans l'extrême nord en août 2014 pour faire face à la multiplication des attaques de Boko Haram dans la région. Plus de 60 militaires ont déjà été tués lors des incursions des insurgés nigériens, selon une estimation des autorités camerounaises. Par ailleurs, l'armée camerounaise affirme avoir fait des milliers de victimes dans les rangs de Boko Haram, des chiffres cependant invérifiables. 2 anciens amis politiques de Robert Mugabe, évincé de son parti fin 2014, défient en justice le vieux président zimbabwéen. Ils estiment que le congrès de décembre dernier, qui a reconduit Robert Mugabe à la tête de sa formation politique et désigné son épouse Grace comme chef de la branche féminine du parti, était illégal. Voici les détails. Rougaré Gombo, ancien porte-parole de la ZANU-PF, épaulé dans sa démarche par Didymous Moutassa, lui-même ancien secrétaire administratif du parti, souhaite que le tribunal invalide le dernier congrès du parti au pouvoir au Zimbabwe. Selon eux, le congrès de décembre dernier qui a reconduit Robert Mugabe à la tête de la ZANU-PF était illégal et ne respectait pas les procédures. Ils estiment que ce congrès s'est tenu en violation des règlements du parti et de la Constitution, car beaucoup de gens y ont été victimes de suspension au mépris de la procédure normale sans être traduits devant un tribunal ou un comité. En effet, plusieurs hauts responsables du parti avaient été évincés dans les semaines précédant le congrès. Les victimes étaient toutes considérées comme des proches de l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru, tombée en disgrâce après avoir été violemment attaquée par la première dame du Zimbabwe. Grace Mugabe l'a accusée de corruption et même d'avoir comploté pour renverser le président. Les 2 plaignants accusent en outre l'épouse du président d'avoir semé la discorde entre les dirigeants de la ZANU-PF. Précisons que la Cour n'a pour l'instant fixé aucune date pour examiner la plainte. Épargné par la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud, l'état des lacs situé dans le centre du pays est pourtant ensanglanté depuis plusieurs années. Il s'agit d'un conflit communautaire meurtrier et destructeur avec un interminable cycle de tueries et de représailles entre clans voisins. Le Soudan du Sud compte 64 peuples, les plus nombreux étant les Dinka et les Nouyeurs. Comme d'autres, le peuple Dinka est constitué de plusieurs clans, eux-mêmes subdivisés en sous-clans. Si les conflits sanglants entre tribus ne sont pas rares au Soudan du Sud, le cycle meurtrier dans les lacs a ceci de particulier qu'il est devenu très virulent au sein d'une même tribu et d'un même voisinage. Les vols de bétail dans cette communauté pastorale ont toujours existé, mais pour moi, ils n'ont jamais été aussi destructeurs qu'aujourd'hui. Et je reconnais aussi que c'est lié à la possession d'armes illégales. Dans le passé, ils utilisaient des lances. Et les lances ne sont pas aussi destructrices que les fusils. Les sous-clans qui s'affrontent sont tous issus du clan Dinka Agar, ultra majoritaire dans l'état des lacs. Une situation déplorable telle que mi-février, le président sud-soudanais Salva Kiir, lui-même un Dinka, a pris part à une conférence de paix rassemblant responsables locaux, chefs traditionnels et religieux à Rumbek, à la capitale de l'État. Chez les Dinka, la vengeance est un état d'esprit, ne pas le faire est signe de faiblesse. Pour les chrétiens catholiques de la région, il faut travailler à changer les mentalités et passer d'une culture de la violence à une culture de la paix et du pardon. Notons qu'il s'agit d'un conflit purement intraclan qui n'a rien à voir avec la guerre civile opposant depuis décembre 2013 le gouvernement dominé par les Dinka du président Salva Kiir à une rébellion dominée par les Nouyeurs dirigée par Riek Machar.
Des membres des deux parlements rivaux libyens ont repris jeudi des discussions indirectes au Maroc. L'objectif est de pouvoir former à terme un gouvernement d'unité nationale en Libye, un pays en proie au chaos. Reportage. Une réunion entre les deux parlements rivaux libyens a débuté jeudi près de la capitale marocaine avec l'espoir de trouver une personnalité nationale pouvant diriger un gouvernement d'unité nationale. Cette rencontre qui se tient à Skira, une station balnéaire proche de Rabat, se déroule dans un état d'esprit positif et constructif selon l'émissaire de l'ONU en Libye qui tente depuis des semaines de rapprocher les deux parties. La rencontre doit se poursuivre vendredi. We are going to discuss in the coming days first of all the unity government. Nous allons discuter dans les prochains jours d'abord du gouvernement d'unité et ensuite des questions de sécurité. Ce sont les deux questions les plus urgentes. Nous allons aborder d'autres questions évidemment dans le cadre de nos discussions, notamment le calendrier des prochaines rencontres, mais ces deux éléments aujourd'hui sont notre priorité. Confiance dans la sagesse des Libyens. Je pense que les Libyens ont démontré plusieurs fois dans le passé qu'ils sont capables de se mettre d'accord entre eux quand ils veulent. Et je pense qu'ils sentent tous la pression qu'il faut faire ça maintenant parce que aussi la pression terroriste devient toujours plus importante. Et j'espère que les États de la région et enfin de la communauté internationale en général soutiennent les Libyens. Rappelons que des représentants des deux parlements avaient déjà tenu le 11 février à Ghadamès dans le sud libyen des discussions indirectes sous l'égide de l'ONU, les premières du genre depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Outre les violences impliquant les milices et les forces gouvernementales, la Libye est le théâtre depuis plusieurs semaines d'une série d'attaques revendiquées ou attribuées au groupe État islamique qui contrôle des pans entiers de territoire en Syrie et en Irak. Notons que le gouvernement libyen reconnu a de nouveau demandé mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU d'assouplir l'embargo sur les armes afin de lui permettre de mieux lutter contre les djihadistes. En Afrique du Sud, plus précisément au Cap, une femme accusée d'avoir kidnappé un bébé il y a de cela 17 ans a été mise aux arrêts et présentée à un juge. Mais le juge a décidé de la relaxer vendredi contre une caution, considérant qu'elle n'avait rien de monstre. La justice sud-africaine a rendu son verdict ce vendredi sur l'affaire de kidnapping d'un bébé produit il y a 17 ans au Cap. L'accusée, dont l'identité n'a pas été divulguée, a récemment été confondue par la famille biologique de l'enfant. Elle a été présentée au juge qui, ne la considérant pas comme une menace, l'a laissée en liberté sous caution vendredi. La ravisseuse aurait enlevé l'enfant qui avait à l'époque 3 jours à la maternité et l'a élevé avec son mari. Depuis 17 ans, j'ai prié et Dieu a promis que je verrai l'enfant de mon enfant. J'ai pris la parole de Dieu et il m'a montré qu'il est génial. La jeune fille en classe de terminale aujourd'hui a été placée dans un foyer depuis que sa véritable histoire a été découverte. L'accusé a été libéré contre une caution de 5 000 rands, soit 380 €, avec l'interdiction de contacter la jeune fille. Elle risque en théorie 5 ans de prison, mais le parquet a fait savoir qu'un arrangement pourrait être trouvé si les deux familles arrivaient à s'entendre. L'audience sur le fond de l'affaire est fixée au 29 mai prochain. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et très bonne suite de journée à vous en notre compagnie. Au revoir.